Bonjour et bienvenue à votre émission dominicale de cette semaine dans d'autres édition du 15 décembre 2024, notre dernière revue hebdomadaire que nous vous présentons pour 2024, parce que durant la période des fêtes, ce sera une revue annuelle, donc on vous présentera qu'est-ce qui s'est passé durant toute l'année, donc suivez avec attention, ce sera des émissions qui seront présentées dans le cadre de notre programmation du temps des fêtes 2024. Mais revenons à un petit peu qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière dans la MRC de Dautrey ainsi que dans nos municipalités. Plusieurs encore conseils municipaux, c'est la semaine des... Plusieurs conseils municipaux, c'est la semaine des dépôts des budgets pour 2025. Entre autres, on vous présente le dépôt du budget pour la NOREC. Vous allez avoir aussi le conseil de la visitation de l'EDIPA qui nous parle vraiment encore de plein de choses. Nous vous présentons aussi une entrevue avec Mathieu Bourret, un pianiste, compositeur, interprète qui est en spectacle à la Chasse-Galerie ce 22 décembre prochain. Vraiment, le temps de prendre, on pourrait dire, un break, de se reposer, de relaxer avant encore un dernier petit coup pour être prêt pour Noël. Il y a eu aussi cette semaine le dévoilement du résultat de la campagne de sociofinancement du Québec. Vraiment, un chiffre record a été atteint. Donc, vraiment, les gens du Québec sont très contents d'avoir reçu cet argent-là de la part du public. J'espère que vous avez apprécié vos éditions de cette semaine dans Dautrey pour l'année 2024. Nous serons de retour en 2025 pour une prochaine série d'émissions. Sur ce, bonne écoute. Alors, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres, bienvenue. Donc, ça s'en vient. On devrait vous annoncer dans quelques instants. En fait, ce qui reste, c'est la participation du public. Qu'est-ce que le public a donné? Là, on voit que nos partenaires, donc chez les Jean Coutu, le minimum par pharmacie a été atteint, ça a été même dépassé largement. On le voit que chez Desjardins aussi, mais de combien? On sent la tension est palpable dans l'air. Donc, je ne sais pas si, messieurs des pharmacies, vous avez amené vos petites machines, vos tensiomètres pour vérifier ça, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns que la tension artérielle est dans le tapis. Mais auparavant, messieurs, Fortier, Bonilla-Bautista, Fawal, Chartier, ainsi que vos équipes respectives, un immense et sincère merci. Merci à tous. C'est grâce à vous et à vos employés que la collecte de fonds 2024 est une grande réussite. Les besoins sont nombreux et diversifiés. Et tant que le CABA pourra compter sur des amis comme vous, on va pouvoir continuer de répondre à ces besoins-là. Vous êtes extraordinaires, vous êtes des piliers de notre société et vous êtes vraiment importants pour nous. C'est extrêmement... on est très, très, très content de vous avoir et de vous compter comme des amis. Alors, je le disais, le public mais aussi la communauté locale d'affaires ont été présents avec nous. Donc, ils ont répondu à l'appel et on a senti une vague de chaleur humaine cette année, une vague d'amitié, une vague d'amour pour le CABA qui a été extraordinaire, au point où est-ce que même il y a des partenaires financiers qui, par les années passées, ne contribuaient pas. Puis là, cette année, ils sont venus rajouter de l'argent à la collecte. Par exemple, Payet, qui cette année a fait un don qui sera considéré dans les dons du public, donc, mais qui n'était pas là par les années passées. Ou bien, on a été chanceux. Donc, cette année, Technicom donc, a organisé un tournoi de golf. Et pendant le tournoi de golf, donc Technicom qui est aujourd'hui représenté par Julie Ducharme et Karine Moreau, merci. Donc, Technicom a organisé un tournoi de golf et les participants du tournoi de golf, chaque foursome décidait d'une cause qui allait soutenir si jamais il gagnait le tirage. Nous, M. Marc Ouellette, qui est ici dans la salle aussi, donc, avait nommé le CABA. Puis, il y avait une chance sur 20, 25, je ne sais pas, il y avait combien de foursomes, que ce soit lui, son foursome qui gagne, et il a gagné. Donc, c'est 3 808 $ de plus qui s'est rajouté, donc qui est comme ça, qui est arrivé par hasard. On est extrêmement heureux. Merci d'avoir pensé à nous. Merci Technicom de penser à la communauté et d'organiser ces choses-là. Cette année, c'est nous, c'est le CABA qui a été chanceux, mais il y a plein d'autres organismes qui méritent d'être soutenus. Et donc, merci de faire ça pour la société. Ce n'est pas quelque chose qui est essentiel, mais c'est vraiment très touchant quand, en plus, c'est nous autres qui gagnent, on est contents. Alors, cette année, la cagnotte est substantielle.
Donc, j'ai vraiment hâte de vous révéler le montant, mais on va se faire ça, on essaie d'être un peu créatif. Donc, cette année, on a des boules de Noël. Alors, on va inviter certaines personnes à venir à l'avant. Donc, l'atelier, Éric Fortier, France Lacroix, ce serait le fun. France Lacroix, qui est conseillère aux communications à la Caisse des Jardins de Dautré. Julie l'a dit tantôt, elle va prendre bientôt sa retraite, mais on peut assurément considérer France comme une amie du centre. Donc, Adèle, Christian, Germain, venez-vous en avant. Je vais inviter aussi mes 2 directrices adjointes, donc Julie Morin, Karina Dubé, venez-vous-en. On va prendre une belle photo, toute la gang ensemble. Donc, alors, attention, on révèle 1, Adèle, 4, 1, 9, 7, 3, 1. 137 914 $. C'est une somme record, phénoménale. Donc, enlevez le petit papier blanc, ça va prendre la photo. Donc, on va prendre une photo ou deux, puis après ça, on va revenir au texte. Un instant. Hey, gang, on se nappe. On se nappe. On y va, go! 1, 2, 3. Yeah! Hey, ça, c'est nappe. Excellent. Merci. Alors, félicitations. On va revenir au texte. Donc, on pourra les afficher, les suspendre dans la salle. Je pense que ça va être joli. Alors 137 914, c'est le chiffre officiel qu'on annonce. Cependant, il y a peut-être même de l'argent qui est encore pris dans la poste, parce qu'il y a le Poste Canada qui est en grève, et puis, fait qu'on s'est fait dire qu'il y avait peut-être certains dons qui étaient en retard ou qu'ils allaient continuer d'arriver. Puis même ce matin, donc, on a changé le montant, on a joué dans les colonnes jusqu'à hier à 2 heures, on changeait encore les chiffres, parce que là, on a dit, l'équipe de Desjardins sont bien fines de faire du bricolage, mais on ne va pas leur faire découper des chiffres jusqu'à 10h moins 10 ce matin. Donc, on s'est dit, on va arrêter un chiffre parce que c'est le montant où est-ce qu'on est rendu. Mais ce matin, quand Adèle et Christian sont arrivés de la Valtrie, ils ont fait « Ouais, ben, en fait, voilà, il y a des dons qui sont arrivés supplémentaires. On pourrait rajouter 800 $ à ce montant-là. Donc, ils viennent d'arriver ce matin parce qu'ils étaient peut-être pris dans la poste. Donc, c'est un 800 supplémentaire qu'on pourrait rajouter au montant. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Les dons du public comptent pour maintenant plus de 61 905 $. C'est exceptionnel, extraordinaire. On n'a jamais eu des dons aussi hauts que ça. C'est vraiment une preuve d'amour qui est remarquable, je manque de mots pour dire à quel point j'ai envie de vous dire merci à tous d'être là. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'y croire encore, puis d'être là, et d'être là à chaque année. On a des dons extraordinaires. On a des gens qui donnent... Il y a des gens qui donnent 5 $, 10 $. Il y en a d'autres qui donnent des milliers. Mais tous ces dons-là sont importants et tous ces dons-là comptent. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est plus de 550 dons individuels. Ça prend évidemment toute une organisation pour traiter ces dons-là. Quand les dons arrivent comme ça, nous, on en fait une partie, mais on voulait aujourd'hui souligner un peu l'implication de certains bénévoles, mais je voulais dire un peu par rapport à M. Frappier. M. Frappier était présent à notre toute première collecte de fonds et depuis ce temps-là, c'est lui qui, à chaque année, traite ces 550 dons individuels-là qu'on a reçus, qui les reçoit. Donc, nous, quand le don arrive chez nous, après être passé dans certains cas par les gens coutus, dans certains cas par la poste, donc les dons arrivent, on les trie une première fois pour savoir lesquels sont les membres des Jardins. Donc, cette année, c'est plus de 35 000 que les membres des Jardins ont donné. Il y a plus de 35 000 qui ont été donnés, des fois c'est les mêmes 35 000, là, donc qui ont été donnés aussi dans les gens coutus.
Après ça, ben nous, on fait un premier tri, puis après ça, on les envoie à M. Frappier. M. Frappier, il prend en note, il indique de quelle provenance viennent les dons, comment on les organise. Il s'assure que chacun de ces individus-là, ceux qui ont demandé un reçu, reçoivent leur reçu, c'est posté avec la lettre de remerciement. Donc, c'est vraiment beaucoup de manipulation. Alors, félicitations, merci encore une fois, M. Frappier, pour toutes ces années d'implication. C'est vraiment très, très, très apprécié. Donc, au nom des utilisateurs des services du Centre d'action bénévole d'Autrey, des employés et des bénévoles et des usagers, je tiens à remercier tous les donateurs. Leur générosité nous permettra de poursuivre notre mission envers la population du centre et du sud de la MSA de d'Autrey pour encore plusieurs années. Donc, ces dons nous permettront de continuer aussi d'offrir des services en soutien à domicile à des coûts abordables, malgré la hausse du coût de la vie et l'inflation qui nous atteint tous. En plus d'offrir une gamme d'activités de prévention et de socialisation conforme aux besoins d'une nouvelle génération de jeunes retraités. Ça nous permet aussi d'être un milieu qui est accueillant. Parce que c'est une nouveauté, depuis quelques années, on le voit de plus en plus, notre communauté accueille des nouveaux arrivants. Puis, on a un beau partenariat avec les Carrefour Jeunesse Emploi, avec les organismes qui viennent en aide, la Déclic en francisation, d'autres organismes aussi qui viennent en aide à l'immigration. Et notre milieu, notre centre, devient de plus en plus un milieu d'accueil, un milieu de vie pour les nouveaux arrivants, des gens qui veulent s'intégrer à leur communauté locale. Puis comment ils le font? Ils le font par le bénévolat. C'est vraiment extraordinaire. Donc, on a de plus en plus d'étrangers, de gens qui, au départ, arrivent comme des étrangers, puis qui deviennent des membres de la famille du Centre d'action bénévole et qui s'impliquent de plus en plus. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, nos bénévoles au centre, bien, ils s'appellent Rose, ils s'appellent Lucette, Marcel, Rosaire, François, mais de plus en plus aussi, ils s'appellent Noémie Aidé, Mohamed, Mbaye, Marie-Cruz. Donc, tous des gens qui viennent et qui font rayonner leur communauté chez nous et qui viennent aussi briser certains préjugés. Donc, c'est vraiment un beau partage de ce côté-là. Donc, quand, sur l'heure du dîner, bien, nos employés, ils apprennent quelques mots d'espagnol parce qu'on jase avec une bénévole qui est en popote puis qui dîne avec nous autres. Puis là, on est sur Google Traduction puis qu'on apprend des choses. Puis en contrepartie, bien, on leur apprend à découvrir le sirop d'érable, les ragoûts de boulettes, puis nos traditions qui sont vraiment locales. Et ce que ça fait, bien, ça fait qu'ensemble, on est de plus en plus une belle équipe au service des aînés de notre communauté. Et ça, c'est beau, et ça, c'est grand. Et c'est ce qui va faire qu'on va continuer d'être là pour tout le monde et qu'ensemble, en équipe, avec nos partenaires extraordinaires, avec nos bénévoles qui font un travail exemplaire, bien, on va pouvoir être là pour les gens. 6.4, l'aide d'appui pour le projet de restauration du marais de la Presqu'île. Ça ici, c'est le ponceau qu'on appelle devant chez Arthur Courchaine. C'est une lettre d'appui parce qu'on ne l'a pas fait dans la présente phase des travaux. On veut le faire avec une bonification de l'accès faunique par-dessus le marais. Au lieu d'être un ponceau comme c'est là, c'est plutôt un arche qu'on veut. Fait que nous autres, on va s'engager. Par la présente, la municipalité de l'Île-du-Pas tient à exprimer son appui au projet de restauration du marais de la Presqu'île initié par l'aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre. Ce projet est important pour la préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques du lac Saint-Pierre. Nous croyons qu'il contribuera à renforcer la biodiversité, à améliorer les habitats pour les espèces locales et à préserver la qualité de nos ressources naturelles. Reconnaissant l'importance et la portée de ce projet pour notre communauté, la municipalité de l'Île-du-Pas s'engage à soutenir financièrement sa réalisation avec une contribution de 250 000 $. Ce soutien témoigne de notre volonté de participer activement à des initiatives locales qui valorisent et protègent notre environnement naturel. Nous vous remercions pour vos efforts continus en faveur de la conservation et de la restauration de notre patrimoine naturel et demeurons à votre disposition pour toute information et discussion complémentaire. Essentiellement, on va mettre le même budget qu'on avait prévu, mais c'est que la contribution, elle va nous permettre, au lieu de juste remplacer le tuyau, de faire un aménagement vraiment, là, un arche qu'on veut faire, qui va permettre de faire passer l'eau en dessous, puis les animaux. Que ce soit très esthétique. Esthétique aussi, puis périn. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. Donc,
M. François Drainville propose, M. Serge Boucher seconde. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ça ne sera pas demain matin, là. On est à l'étape de planifier ça. Bon, sécurité publique, facturation municipalité desservie par les services de la Sûreté du Québec. Considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leurs factures pour l'année 2025, considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener à un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités, une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher à 2 %. Considérant que lors de la négociation de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année une fois la période transitoire terminée et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri des hausses de la nature de celles qui sont annoncées en 2025. Considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %, considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions, qui occasionne une pression importante sur les coûts globaux du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités, considérant que les questions légitimes de plusieurs élus concernant les impacts réels du nombre de postes de policiers non comblés ou du recours important au temps supplémentaire, alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine, considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et de leur impact sur la facture imposée aux municipalités, considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et de la gestion de la Sûreté du Québec, considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions de dollars, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. En conséquence, les proposés par est résolu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, à l'instar des démarches effectuées auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars. De conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente, comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier les moyens pour contrôler les hausses inconsidérées du coût des services de la Sûreté du Québec. Que copie de cette résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, à notre députée de la circonscription de Berthier, Mme Caroline Proulx, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Si je le décroche, c'est ça. Nous, ici, la facture pour l'année 2025, c'est 95 657 $ que ça va coûter la municipalité. J'ai pas le chiffre de l'année passée proche. Je pense que c'est 84. 84. 11 000 de plus. Ouais. Ça paraît pas mal. Nombre de policiers prévus aux ententes au Québec, 3 445. Coût moyen d'un policier pour l'année 2025, le coût, ce n'est pas son salaire, 254 742. C'est quand même pas rien. Fait que pour cette résolution-là, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10, loisirs et culture. 10.1. Proposition de la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas sur la proposition de mise en commun de l'Aréna Jaunet-Rochette. Considérant que la municipalité de Berthierville sollicite la municipalité du pôle de Berthier au sujet de l'Aréna Jaunet-Rochette, considérant qu'une rencontre a eu lieu en décembre 2023 au sujet de l'Aréna et que plusieurs municipalités ont exprimé leur intérêt pour une analyse des coûts visant une mise en commun de l'Aréna,
Considérant la rencontre du 28 octobre 2024, où les représentants de la municipalité de Berthierville ont présenté deux options de mise en commun de l'aréna Joigny-Rochette, soit la création d'une régie intermunicipale, en réalité c'est trois options, une entente relative au partage des frais de construction de l'aréna et une étude de faisabilité relative aux travaux d'amélioration et de mise aux normes incluant l'évaluation des coûts d'une possible mise en commun de l'infrastructure. Attendu que la population de la visitation de l'île du Pas représente un très faible pourcentage des utilisateurs de l'aréna, attendu que les coûts de la mise en commun de l'équipement tel que présenté lors de la rencontre du 28 octobre 2024 sont trop élevés relativement à l'utilisation que la population en fait, attendu que la municipalité de Berthierville désire connaître la position de la municipalité sur ces propositions de mise en commun présentées lors de la rencontre du 28 octobre 2024, en conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu que le conseil municipal ne désire pas prendre part à une mise en commun de l'aréna Joigny-Rochette sous l'une ou l'autre des formes présentées lors de la rencontre du 28 octobre 2024. Que le conseil municipal serait ouvert à discuter d'un projet de mise en commun de l'aréna dans l'éventualité que la répartition des coûts soit revue et que les municipalités concernées soient impliquées dans la méthode de répartition. Qu'une copie de cette résolution soit acheminée aux municipalités suivantes: Berthierville, Saint-Ignace-de-Loyola, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth, Lanoret et Lavaltrie. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, on va mentionner Saint-Barthélemy dans les endroits, par exemple. Ah oui. Ça, on va rajouter du fait de bain. Oui. Excusez-nous, Saint-Barthélemy, on n'a rien comme vous autres. Je suis en compagnie de Mathieu Bourret, qui est pianiste, compositeur. Bonjour Mathieu, dans cette journée enneigée, notre première tempête de neige de l'année. Et justement, tu viens de nous présenter une nouvelle proposition, Illumination 2, qui a un lien avec la neige, avec l'hiver, avec tout. Peux-tu nous parler un petit peu de ce projet-là? Ben oui, en fait, Illumination 2, c'est la suite de Illumination 1, ça le dit, hein. Donc c'est un album qui se complète, c'est une compilation de deux albums, mais celui que je viens de sortir, ben c'est à la fois un album de musique instrumentale d'hiver, mais aussi de Noël. Donc je me promène entre l'entrée vers l'hiver, comme par exemple avec Soir d'hiver de Claude Léveillé, puis je m'en vais jusqu'à Il est né le divin enfant. Puis c'est un album qui est un peu éclaté. Je me suis amusé à faire des arrangements autant avec la voix qu'avec le violoncelle, qu'avec le piano. Donc, il y a beaucoup de choses dans cet album-là, mais ça se veut un album à la base instrumental. Donc, un album relaxant aussi, là, je regardais. Oui. Donc, tu as beaucoup d'inspiration. Tu me parles de Claude Léveillé, André Gagnon aussi, je pense que oui, absolument. Qui t'inspire beaucoup. Ah oui. Tu as terminé, justement, on parlait tantôt à l'université en musique classique. Je pense que c'est le parcours, on pourrait dire, normal de tout musicien. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir composer puis jouer ta musique? Parce que tu avais possiblement le talent pour pouvoir faire aussi l'interprétation et tout, non? Ben, ce qui est le fun avec l'université, c'est que je suis allé chercher le maximum de techniques que j'avais besoin pour créer ma musique à moi. Donc, je voulais pas me limiter. Donc, j'ai fait mes classes, j'ai eu des super bons profs. Mais il arrivait un moment donné où j'avais envie de jouer mes propres pièces. J'avais envie de créer. Il y avait l'appel, là, vraiment. J'avais l'appel je passais plus de temps à improviser qu'à pratiquer mon Chopin et mon Beethoven, là, pour être bien honnête. Donc, il est arrivé un moment donné où ça a été une révélation. Et je me suis dit, OK, j'ai fait ça. J'ai envie d'expérimenter un autre chapeau. Puis ce chapeau-là du compositeur, je l'aime beaucoup, là. Il y a une liberté qu'on n'a pas toujours quand on doit interpréter une pièce de telle façon. Donc il y a un respect historique, il y a un respect du compositeur quand on interprète. Mais là, j'ai juste à respecter ma propre musique, donc il y a quelque chose que j'aime là-dedans. Tantôt, on parlait avec Claude Léveillé, André Gagnon, mais il faisait quand même une musique, on pourrait dire, plus classique, là. André Gagnon a fait quelques pièces peut-être un petit peu plus, on pourrait dire, déjantées, mais de façon générale, c'était quand même très, très classique. C'était encore inspiré quand même avec ça, là, quand je regarde les pièces. Ben oui. C'est sûr qu'on revient, tu as toujours la base musicien là, qui est là. Ouais.
Oui, ben c'est ça. Moi, je m'amuse à dire il y a une espèce de métissage entre le classique, le jazz et le pop. C'est un tout en fait. Vous avez raison avec André Gagnon. On reconnaît toujours, autant harmoniquement, on reconnaît très bien de où il vient, de la musique classique. Puis moi, c'est important pour moi que de rester là-dedans. Dans Illumination 1, j'ai composé une fugue sur un thème de Noël. Pour moi, c'est important de garder mon passé, mais d'incorporer d'autres styles à travers tout ça, parce que je pense que tous les styles se mélangent très bien, là. Je veux pas m'arrêter à un style, mais oui, effectivement, je viens du classique. C'est ça. Justement, tu parles de tes compositions. De quelle façon tu travailles? C'est un gel? Est-ce que tu crées justement un plan de travail ou tu sais, une façon où tu y vas vraiment d'instinct puis tu travailles tes pièces au fur et à mesure? Bref, la deuxième question qui va suivre, es-tu satisfait toujours du résultat ou tu es toujours en train de les travailler? J'aimerais ça qu'il y ait un chemin pour créer, pour composer, mais il y en a pas un, il y en a plusieurs. Ça dépend de comment je me sens, mais ça part toujours de l'improvisation, là. C'est toujours je me lance dans une session d'improvisation, puis à un moment donné, il y a un thème qui ressort. Souvent, c'est par hasard, là, ou parce que j'ai vécu quelque chose dans la journée. Donc, c'est souvent l'émotion qui amène à la mélodie. Puis quand j'aime la mélodie, ben là, je la travaille, je la sculpte, et après ça, je mets de la peinture, de la couleur, et je l'amène à un produit qui est plus final. Mais pour répondre à la dernière question que j'ai beaucoup aimée, si je suis toujours satisfait, ben non. Je dirais là, 90% du temps, je garde pas ce que je joue là. Ah oui, mon Dieu, à ce point-là, Ah ouais, ouais. oui. Ben oui. D'ailleurs, quand on va parler du spectacle que tu vas avoir, Mhm. que tu vas nous présenter, tu l'as mis sur disque aussi bon, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as présenté d'abord, Oui. premièrement? Et est-ce qu'on peut s'attendre à avoir encore là un peu d'improvisation de qu'est-ce qu'on a de base avec l'Élimination 2, avec tes pièces, quand on te voit en spectacle, parce qu'on va parler du spectacle à la Chasse-Galerie? Oui. Mhm. On s'attend à avoir encore éclaté, à dire, si tu repars tu sais, avec l'improvisation ou tu es vraiment plus, on pourrait dire, cartésique et tu dis, tu sais, la pièce, vous allez retrouver la même pièce que vous avez vue, attendez-vous pas d'autre chose. Je suis tout sauf cartésien. Moi, je crois beaucoup à l'art vivant, surtout sur scène. En fait, j'improvise beaucoup, là. Il y a trois moments dans le spectacle, dont un où j'implique le public. Et c'est hyper important pour moi l'improvisation parce qu'il y a je parlais de liberté tantôt. Moi, j'ai l'impression de m'exprimer avec totale liberté là. Donc c'est sûr que ça nous amène dans une zone de vulnérabilité parce que moi, j'ai une tante qui me disait quand j'étais plus jeune, une erreur, ça existe pas tant que tu sais quoi faire avec. Puis elle me disait que tout est chromatique. Donc, j'ai comme compris vite que l'improvisation, ben, si c'est bien connecté à la bonne place, on peut toujours s'en sortir. Puis il y a des belles choses qui sortent de ça. Quand je disais 90% que j'aime pas tantôt, c'est surtout quand je me mets en situation de création. Ce qui est sur l'album, puis ce que je fais en spectacle, ben, c'est ce que j'ai adopté. C'est dans le 10% que j'ai aimé. Donc, sur scène, beaucoup d'improvisation. Dans mon spectacle, j'en fais à 3-4 places. Je peux pas faire un spectacle s'il y a pas d'improvisation. C'est un moment où j'ai l'impression de m'exprimer. Puis j'inclus les gens dans mon processus. Puis à chaque fois, ça fait un beau moment. Ah, c'est bien. C'est rendu, entre guillemets, à la mode, là, justement, un pianiste. Là. On s'attendait pas à ça il y a quelques années, mais je pense que Alexandra Sredinski, je veux dire comme il faut. Toi, vous êtes des musiciens maintenant qui émergent et qui sont appréciés du public. Les gens sont prêts maintenant à aller voir ce type de concert, ce type de spectacle-là. Oui, Streliski a ouvert plein de portes, assurément. Merci à elle d'ailleurs, mais il y avait Jean-Michel Blais aussi un petit peu avant qui était là aussi dans le portrait et qui est encore très très présent. Et ben, j'ai envie de reculer encore à André Gagnon. André Gagnon, selon moi, a ouvert les portes aux pianistes d'aujourd'hui. Faut pas oublier que l'importance de son patrimoine. Là. Mais oui, le public est de plus en plus ouvert. Au Québec, on est un petit peu en retard au niveau de l'instrumental. Ça commence à être de plus en plus populaire, mais en Europe, ça fait longtemps que ça existe. Hein. Pensons à Yann Tiersen, qui a sorti la musique de Amélie Poulain. C'est un peu ça qui a déclenché tout ça. On dit que c'est du néoclassique. J'aime pas tant ce terme-là parce que ça veut
ça veut tout dire et pas rien dire en même temps. Oui, il y a une popularité de plus en plus. C'est parce qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas de parole dans la musique fait que les gens peuvent se créer eux-mêmes leur propre cinéma. Et ça peut les rejoindre d'une manière. Il y a pas une personne qui va réagir de la même façon à la musique. Donc, il y a comme une espèce de liberté, d'impact que j'aime beaucoup. Puis je pense que c'est ce qui touche aux gens. Puis les gens ont des vies de fous, là. Les gens, ils vivent de l'anxiété, ils vivent des choses, puis ils ont besoin de ce moment-là pour Oui, c'est ça. pour se déposer, là. Oui, c'est ça. Oui. Donc, on s'attend à la Chasse-Galerie. Là, c'est une tournée de spectacle que tu fais, mais tu Ouais. vas être le 22 décembre à la Chasse-Galerie. Tu es seul avec un piano, je ne peux pas dire un piano classique, un clavier, c'est ça que j'ai vu. Est-ce qu'il y a d'autres instrumentistes avec toi ou c'est vraiment seulement toi? Non, moi je suis seul avec un piano, mais j'ai des machines avec moi. J'ai un petit bout ici dans la caméra là. J'ai des machines avec moi, dont deux claviers supplémentaires. Dans le fond, c'est des claviers MIDI où je peux incorporer d'autres sons. Parce que l'objectif c'est de rendre justice à l'album. Si les gens aiment l'album parce qu'il y a des arrangements, ben sur scène il faut que je fasse les mêmes arrangements ou en tout cas de me rapprocher le plus possible. J'ai pas de violoncelle avec moi, mais avec ces machines là, je peux me permettre d'aller un petit peu plus loin puis de faire justement des prestations qui sont proches de l'album. Donc, j'arrive avec mon piano, avec mes machines, avec une mise en scène de Véronique Boucher. C'est un beau spectacle. Je pense que les gens vont aimer ça. Maintenant, on va terminer en parlant de la suite. Oui. Les spectacles vont être passés, tu es toujours en composition, tu es toujours en projet. As-tu des choses que tu veux partager avec nous là, qui s'en viennent dans les prochains mois? Pour 2020? Ouais, ben 2025, en fait, c'est une très bonne question. Parce que quand il y a un projet qui se termine, tu sais, assurément, en ce moment, je suis, juste avant de vous parler, j'étais en train de pratiquer pour le spectacle de Noël, donc je suis là-dedans beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en 2025, je vais me donner du temps parce que je veux composer un prochain album. Je ne sais pas encore la direction que ça va prendre. Donc, en ce moment, je dirais que je réfléchis à la direction artistique du prochain album que je vais sortir. Je suis plus là-dedans en ce moment. Puis pas de projet, comme tantôt tu as parlé, tu avais travaillé pour différentes productions, justement, vidéo, tu n'as pas de projet dans cette optique-là. Tu prends ce qui va être donné, là, ou des choses. Non, mais en fait, là, je parlais surtout de ma carrière solo, mais il y a d'autres projets de musique de film qui s'en viennent aussi. Donc, il y a plein, un projet aussi sur les oiseaux, mais je peux pas trop en parler. Bref, il y a plein de belles affaires qui s'en viennent, mais je peux pas en parler. C'est ça, non, je comprends. Mais c'est ça. Donc, on espère que ça va bien se passer. Tu vas venir faire présenter ton spectacle à la Chasse-Galerie à la Laveterie le 22 décembre à compter de 15 heures. Donc, prendre un moment de repos, un moment justement de relaxation et de réussir à faire le dernier petit bout droit là, avant Noël. Mais vraiment de chercher une musique intéressante et vraiment très, très belle. Merci. Ben oui, c'est un moment d'échange aussi, hein. Noël, c'est un peu ça, la magie de Noël, c'est l'échange, c'est de se rassembler. Donc oui, exactement. Donc, toute taxe par tranche de 100 $ d'évaluation. En 2024, la base agricole et forestière était à 0,48 sous. En 2025, elle passe à 0,49 sous 9. 6 logements et plus, il était à 0,64. En 2025, il tombe à 0,66,6. Non résidentiel est à 1,84 $, ou plutôt 1,08 $, à 1,13 $. J'arrondis, là, vous le voyez sur le tableau, là, c'est plus 13,4 $. Industriel à 1,270 $ à 1,32 $. Je répète, industriel 1,27 $, et il passe à 1,32 $ pour 2025. Variation des taux. Donc, sur la taxe générale, base agricole et forestière. Alors ici, on passe de 0,31 sous 7 en 2024 à 0,32,3. Donc, on n'aura pas d'augmentation ici. Pour tous les immeubles résidentiels, l'augmentation est de 2 %. Et là, je parle de l'évaluation foncière de chaque immeuble résidentiel. L'augmentation est de 2 %. 6 logements et plus, on a une augmentation aussi de 2 %. On passe de 0,423 à 0,431. Non résidentiel, on passe de 0,760 à 0,783, une hausse de 3 % pour ce qui est du non résidentiel. Industriel, une hausse de 3 % donc de 0,892 à 0,919. Pour la police, il faut savoir que la police, le coût du
service de police est réparti aussi sur la richesse foncière de la municipalité. Donc, plus votre immeuble est évalué cher et plus la taxe que vous payez va en conséquence. Donc, pour la police, en 24, on passe de 0,091 à 1,01, donc un écart de 11 6 logements, là c'était pour le résidentiel, agricole et forestier. Pour le 6 logements inclus, on passe de 0,121 à 0,135, donc plus 12. Non résidentiel de 0,189 à 0,211, plus 12 aussi. Industriel, 0,221 à 0,247, plus 12 aussi. Vous voyez, plus les bâtiments sont évalués, plus cher, on le voit ici là, avec le résultat de l'écart de pourcentage. En incendie, sur la base agricole forestière, 0,072, 2025, 0,075, plus 4 d'augmentation. 6 logements inclus, 0,096 à 1, plus 4 non résidentiel, 0,135 à 0,140, plus 4 industriel, 0,157. Donc, 0,163, plus 4 aussi. Incendie, juste préciser que c'est une augmentation de 30 000 dans l'année courante. Et la part incendie, la cote-part incendie, parce que c'est la MRC qui gère le service incendie, la cote-part incendie était de 660 000 en 2024, elle passe à 690 000 en 2025. Je le répète, pour la Sûreté du Québec, une augmentation de 122 000 pour l'année 2025. Taux de taxe variable utilisé pour projection. Donc, matière résiduelle, 2024, 200, 2025, 200, aucune variation. Égouts, entretien et assainissement, on était en 2024 à 185, on reste à 185 pour 2025, donc aucune augmentation. Vidange, une installation septique, on passe de 2024 à 80, 2025 à 80, donc aucune augmentation là-dessus aussi. Eau potable, une augmentation de 25 $, on passe de 140 en 2024 à 165 en 2025. Alors évidemment, c'est les gens qui ont l'aqueduc. Et il faut dire qu'on a eu beaucoup de bris sur Grande Côte-Est cette année, des bris à répétition là, au niveau de l'aqueduc. Et ce qu'on va faire en 2025, qu'on prévoit faire, la hausse qui est là, de 25 $ par immeuble, il va servir, entre autres, à faire une provision pour éventuellement changer un véhicule, mais aussi et surtout pour faire une auscultation d'une partie du réseau. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ça brille la répétition? Alors, c'est la question, c'est la grande question. Donc, on va procéder à une analyse de ce côté-là pour essayer de comprendre un peu mieux comment le réseau réagit. Revenus projetés, maintenant. Donc, taxe sur la valeur foncière en 2024, dans les revenus, on parlait de 5 20 500. En 2025, on parle de 5 407 600. La taxe sur une autre base, donc on parle ici, entre autres, de taxes de secteur, de prolongement d'aqueduc qui ont eu lieu par le passé. Donc, c'est des taxes qui sont déjà prévues, qui sont déjà collectées en partie d'ailleurs. Il y a des règlements aussi qui arrivent à terme bientôt. On parle de 1 167 100 à 1 368 200. Paiement en lieu de taxes, donc c'est le gouvernement qui nous règle des taxes pour les bâtiments qui sont ici sur le territoire et dont il est propriétaire. On parle de 81 100 en 2024 pour 69 800 en 2025. Services rendus, donc permis, redevances, sablières, droits de mutation, intérêts, arriérés de taxes, intérêts de caisse. En 2024, 771 400. En 2025, 865 300. Autres revenus, location de salle, vente de bacs supplémentaires, revenus de taxes supplémentaires, des réclamations TPS, TVQ, 2024, 28 500, 2025, 22 600. Des subventions gouvernementales, entre autres le point de vente. On sait que le gouvernement a rajouté un montant, a augmenté le point. On avait un point de vente sur la TVQ. Il y a eu une augmentation et cette année, on a un versement supplémentaire on passe de 279 000 à 382 000 de la part du gouvernement, donc une augmentation d'à peu près 100 000 $ pour la TVQ. Donc de 7 570 000, total des revenus, pour 2025 à 8 335 000. On va aller à facteur important. Donc, il y a une hausse des dépenses de fonctionnement pour 2025. Principale hausse 2025, vous le voyez à l'écran, donc assurance municipale, on parle d'une hausse de 12 700 $. La Sûreté du Québec, on parle d'une hausse de 122 400 $. Juste peut-être vous rappeler qu'en 2019 ou 2018, 2018, on avait une facture d'environ 550 000 et aujourd'hui, on est à 1 million
ou presque, en termes de coûts pour la Sûreté du Québec. Donc, une hausse de 122 400. Code-part MRC, une hausse de 47 600. Évaluateur, donc on a passé à la MRC. C'est la MRC qui s'occupe de donner le contrat. On a passé d'une firme indépendante avec qui on faisait affaire, il fallait renouveler. On a renouvelé cette année avec la FQM qui fait aussi le travail au niveau des fiches pour l'évaluation des immeubles. Et de ce côté-là, il y a une hausse de 20 000 $. Le camp de jour pour les tout-petits, l'été. Donc, le camp de jour, on anticipe une hausse pour 2025, une hausse marquée. On parle de 55 000 $. Pour 2024, on était à 34 000 $. Mais c'est vraiment parce qu'on anticipe une hausse des inscriptions pour 2025. Élection. Oui. Ça se peut-tu qu'on soit pas sur Internet? Oui, on est là. Ah bon? Oui. OK. Ça va? Élection, donc l'année 2025 est une année d'élection et il faut prévoir un budget donc de 50 000 $ pour la campagne, pas la campagne, mais plutôt l'élection comme telle qui est gérée par l'administration ici. D'ailleurs, c'est le directeur général qui fait office de président d'élection. Donc, ils sont très occupés à partir du mois d'août jusqu'en novembre. On parle de 50 000 $. Marquage routier déneigement, une hausse de 17 000 $. Main-d'œuvre supplémentaire, on parle ici de 312 300. 312 300. En fait, une nouvelle technicienne comptable, une personne, une coordonnatrice en culture, animation bibliothèque, saisonnier, voirie, et vous savez, déjà en 2024, on l'a fait, on a augmenté les heures pour la piscine, donc au niveau des sauveteurs, il faut prévoir aussi une augmentation de ce côté-là. Ce qui fait en sorte qu'il y a une hausse de 637 000 $. Donc, dépenses, pour comparer, dépenses de fonctionnement en 2024, on était à 7 510 100. Les dépenses de fonctionnement en 2025 sont à 8 220 000 pour une hausse totale de 709 900. Équilibre budgétaire 2024-2025. Donc, les revenus pour 2024 étaient de 7 570 000. À l'époque, en 2024, lorsqu'on a fait le budget, on a fait une appropriation de 1 083 000 pour un total de revenus en 2024 de 8 653 000. En 2025, les revenus anticipés sont de 8 335 000. L'appropriation est de 653 100. Alors, on diminue l'appropriation pour équilibrer le budget, pour éventuellement, en tout cas, je pense qu'éventuellement, il faut arriver à faire un budget équilibré sans avoir à approprier de surplus nécessairement. Mais bon, chaque année étant différente, on y va là, selon les événements, bien sûr. Donc, pour 2025, on parle d'un revenu de 8 998 100. Ce qui fait en sorte qu'on passe aux dépenses. Dépenses 2024, 7 510 000. Il y avait eu là-dessus des activités financières de 152 900, les mobilisations de 990 000, pour un sous-total, donc, de 8 653 000. Donc, on voit qu'il y a un équilibre entre les deux chiffres. Et quand on passe en 2025, les dépenses 8 220 000, on passe de, je pense que c'est important de le dire, autre activité financière, là, on passe en 2024 de 152 900 à 2025 à 307 500. Là-dessus, il faut comprendre qu'il y a le terrain de soccer, il y a le puits Lacaduc et il y a la rue Rondeau qui entre en ligne de compte, qui explique la progression pratiquement du double en termes d'autres activités financières pour 2025. Immobilisation, 990 000 en 2024, 2025, 460 600. Alors, vous voyez, on prévoit moins d'immobilisation en 2025 qu'en 2024, parce qu'il faut dire que l'année 2024 a été une année relativement chargée. J'ai avec moi, je ne vous ferai pas la lecture complète là, de la liste, mais j'ai avec moi la liste des différents travaux qui ont été effectués sur le territoire en 2024. Ça a été vraiment une très, très grosse année. On considère que 2025, oui, il y a les élections municipales, donc ça raccourcit un peu l'année d'une certaine façon, mais en même temps aussi, l'année 2025 va servir davantage à consolider. Alors, consolider ce qui a été réalisé, mais aussi terminer ce qui a été entrepris en 2024 qui n'est pas terminé, le terminer en 2025. Donc, vraiment une année de consolidation. Quoi dire de plus? Peut-être vous parler du surplus libre. Je pense que c'est intéressant de savoir ça. Donc, au 31 décembre 2023, il y avait 1,6 million de surplus libre. Au 31 décembre 2024, anticipé donc pour la fin de l'année, on parle de 460 000 $ de surplus libre, donc pour un total de
J'arrondis les chiffres. Vous comprendrez que les chiffres de 2024 ne sont toujours pas vérifiés par la firme extérieure de comptables. Donc, mais on est pas mal dans ces eaux-là. Donc, pour un total de 2 millions au 31 décembre 2024 de surplus accumulé. Comme on vient de le voir dans le budget, on va s'approprier 653 000 pour balancer le budget 2025. Donc, on anticipe pour 2025 un surplus libre d'environ 1,4 million. Peut-être vous dire aussi qu'il y a un fonds de roulement qui a été mis en place. Un fonds de roulement de 1,5 million. Et actuellement, dans le fonds de roulement, il y a 284 000 $ qui est disponible sur 1,5 million. Juste vous dire que là-dessus, la municipalité s'est prêtée sans intérêt, évidemment, pour acheter un camion, un 6 roues, comme on appelle, un camion avec benne, à 100 000 $, un chargeur. J'aime pas employer l'anglicisme, on va dire pareil, le fameux loader. Donc, un chargeur à 335 000, un tracteur à 250 000. On a aussi on a pris dans le fonds de roulement un montant de 435 000 $ pour réaliser les travaux sur le terrain de soccer. Terrain de soccer qui, au final, va avoisiner, un coût terminé, environ 1 550 000 $. Et évidemment, quand on dit fonds de roulement, lorsque la municipalité prend des sommes dans le fonds de roulement pour faire un achat, elle doit nécessairement faire des remboursements annuels, tout dépendamment de comment est-ce qu'elle l'a pris sur 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, mais elle doit faire ses remboursements annuels, ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'autres sommes qui sont prises dans le fonds de roulement en 2025, à la fin de 2025, le fonds de roulement remontera à 416 000 $, donc l'argent disponible. Les dépenses projetées maintenant. On va y aller avec comparaison. Administration générale, 2024, 1 386 300, 2025, 1 572 100. Ici, je l'ai dit tantôt, là, ça comprend les élections, la hausse de la MRC, l'informatique, la téléphonie aussi à la MRC et technicienne comptable. Sécurité publique, 1 627 600, 2025, 1 788 700. Encore là, ici, sécurité publique, on parle évidemment de la police, une hausse marquée. Sécurité, service incendie aussi de 30 000 $. Sécurité civile, on parle de 41 500, 49 800. Sécurité civile, on parle ici de, entre autres, le salaire des brigadières, contrôleurs animaliers, entente cadet. Vous savez que l'été, on fait appel aux cadets de la Sûreté du Québec pour venir nous prêter main forte sur le territoire. Et évidemment, il y a l'entretien de la barrière au quai. C'est pas mal ce que comprend la sécurité civile. Transport, 1 470 200 en 2024, 1 603 800 en 2025. Ici, on parle d'honoraires professionnels pour la gestion des actifs, les contrats de neige, le lignage, la quote-part MRC, les salaires, 2 saisonniers, puis de la formation aussi. Hygiène du milieu, 1 293 600, 2025, 1 233 700. Donc une baisse, une légère baisse ici. Et elle s'explique en partie, et là c'est important, je sais que les gens sont habitués à ce que la collecte sélective passe toutes les semaines. Là, on n'a pas reçu encore l'avis officiel, mais on s'attend à 99,9% que la collecte sélective pour 2025 passe aux 2 semaines. Tout ça pour vous dire que le gouvernement a donné le contrat, a donné la gestion à Éco-entreprise. Pourquoi on a une baisse? C'est que Éco-entreprise, c'est eux qui paient la collecte sélective au complet. Et là, étant donné que 2025, il n'y en aura plus, c'est-à-dire que la municipalité ne gérera plus, et ni la MRC ne va s'occuper de gérer la collecte sélective, eux, ils nous payent un an en retard. Donc là, ils nous remboursent le montant de 2024. C'est la seule fois où ils vont le faire, parce que c'est la dernière année où la municipalité, 2024 étant la dernière année où la municipalité s'est occupée de la collecte sélective. Donc c'est pour ça qu'on voit ici une baisse à ce niveau-là. Santé bien-être, 14 300, 13 500, une légère baisse ici au niveau du programme PER, le programme d'aide aux aînés, personnes à risque, qui est, je pense, administré par la pharmacie, entre autres. Aménagement, urbanisme et développement, 348 900. On passe à 363 300. On parle ici de hausse salariale et des frais de formation, entre autres le CCU. Loisirs et culture, 1 231 400 à 1 409 500. Canjo, je l'ai parlé tantôt, c'est inclus là-dedans, donc une hausse anticipée de 55 000 pour le Canjo. Il y a des réparations à faire au niveau de certaines salles de bain, une coordonnatrice en culture, animation, bibliothèque et salaire sauveteur. Frais de financement, 96 300, 195 600. Alors là, on parle des nouveaux frais de financement, on parle du soccer, les puits, le puits 6.3 dont on parle depuis plusieurs années, là. Les travaux arrivent à terme bientôt.
et la rue Rondeau, où on aura fait les infrastructures. Les puits, oui, ça c'est 6.3. Et c'est pas juste les puits 6.3, c'est aussi l'amélioration des bassins à l'usine d'eau potable. L'amélioration des bassins et aussi des contrôles à l'intérieur de l'usine. Et on est obligé de le faire aux 5 ans pour assurer que nos bâtiments n'ont pas d'amiante. Puis on est dû à donner ce mandat-là. De mémoire, le dernier mandat, il n'y avait rien. Tous les bâtiments qu'on a à la municipalité ne contiennent pas d'amiante, mais on est obligé de faire une vérification. Fait qu'on va donner le contrat à GBI. Un proposeur, un secondaire, M. Laferrière, avec M. Cloutier. Tout le monde? Accepté à l'unanimité. En 7, en l'hygiène du milieu, 7.1, il s'agit de... Il est proposé, appuyé et résolu que nous mandations le laboratoire CELTILAB pour les analyses chimiques et microbiologiques des échantillons d'eau potable au coût de 5 190 plus les taxes. L'échantillonnage et le transport sont la responsabilité de la municipalité. Monsieur Bailleur propose avec M. Darvaux. Tout le monde est d'accord. Au point 8, en urbanisme et environnement, le CCU, le Conseil consultatif en urbanisme, il s'agit d'une nomination. Le CCU est composé de 2 membres du Conseil et de 3 résidents de la municipalité nommés par résolution. La durée du mandat des membres est fixée à 2 ans. Dans la résolution de 2023, les membres du CCU ont été nommés Michel Désy, citoyen, Jean-Pierre Gravel, citoyen, Mac Tardif, citoyen, M. Darvaux et M. Cloutier comme les 2 conseillers municipaux. Attendu que le 28 octobre, M. Mac Tardif a remis sa démission, il y a lieu de le remplacer. Que la municipalité de Sainte-Geneviève nomme M. Christian Soulière à titre de membre du CCU pour remplacer M. Mac Tardif. Et la municipalité autorise la directrice à procéder à l'inscription de M. Soulière à la formation obligatoire pour les membres du CCU au coût de 160 $ plus les taxes. Un proposeur, un secondaire. M. Soulière avec M. Darvaux. D'accord. D'accord? Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. Rebonsoir, mesdames, messieurs. Nous allons procéder à l'ajournement de cette assemblée parce qu'il y a d'autres sujets qui vont avoir lieu sous peu. Ta journée quand? À quelle heure? Le 17 décembre à 19h. C'est ajourné jusqu'au 17 décembre à 19h. En 9.3, les arbres dans la rivière Bayonne et Chico. Que la municipalité entérine la décision prise par le maire et la directrice générale à l'effet de mandater Aymon d'Arge Mario Bélan pour retirer les arbres tombés dans la rivière Bayonne et Chico lors du passage de la tempête débit du 9 et 10 août. La municipalité autorise la directrice pour une dépense autour de 70 000 $ plus les taxes pour le retrait des arbres et que cette dépense soit payée à même la subvention de la sécurité publique. On hésitait beaucoup parce qu'on a fait venir 2 contracteurs différents. Ça arrivait à 68 70 000. Et on n'a pas cet argent-là en banque, fait qu'on a hésité une petite secousse. Puis encore là, bravo à Mme Claude qui a persisté au ministère pour aller envoyer des photos prises par drone de nos rivières. Puis c'était facile de prévoir des embarques qu'on aurait eu au printemps. Donc, il fallait sortir ces arbres-là des rivières. Le travail est fait au moment où on se parle. Ça va coûter autour de ça, peut-être un peu moins cher parce que beaucoup de citoyens, on allait sur des terrains privés souvent, puis on sortait les arbres de la rivière, puis rendu sur le terrain privé, il y a beaucoup de citoyens qui ont accepté de laisse-nous là, puis on va s'arranger avec, on le coupe, puis on a besoin de bois de chauffeur, il va le chauffer. Donc nous autres, ça nous sauvait beaucoup d'ouvrages de le couper et de le transporter. Donc, ça a coûté un petit peu moins cher qu'on s'attendait. On s'attend à une facture autour de entre 50 et 60 000 $. Mais encore là, bravo à Mme Claude, parce qu'à force de relancer le ministère, ils ont fini par accepter que ça passe dans notre plan dans nos mesures d'urgence des inondations du mois d'août. Donc, ça devrait être subventionné à peu près à 50 %. Et quand Mme
Mme Claude a eu cette bonne nouvelle-là, elle a communiqué avec beaucoup de municipalités autour pour pour leur dire qu'on avait cette subvention-là, si vous voulez relancer le ministère, parce que, vous savez, l'autre, on a fait un gros ménage chez nous, là, mais si le ménage ne se fait pas en amont, on va en avoir pareil des arbres. On a communiqué avec Sainte-Élisabeth, là, puis je ne sais pas, la décision n'est pas prise dans les affaires, je pense, sous réserve. Donc, un proposeur d'un secondaire pour la coupe des arbres, M. Soulière propose, avec M. Cloutier, qui était directement affecté par ça, appuyé. Okay. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. 16, demande de dons et commandites. Je vais toutes les faire en même temps, on va prendre le même proposeur et le même secondaire. On a les déjeuners des filles d'Isabelle, ça c'est au budget, ça s'en vient, ce qu'on donne pour le brunch des filles d'Isabelle. Demande de prêt de la salle, l'épopée des bateaux blancs, c'est la bibliothèque qui organise ça, et on demande à M. Vapp de venir faire un jour sur l'épopée des bateaux blancs qui va se faire en haut dans la nef d'église. On leur prête la salle, à la bibliothèque. Puis demande de prêt de salle, les Chevaliers de Colombe, excusez-moi, le Club des Malheurs, il reste 2 dates en 2025, donc on a accepté de leur prêter la salle. Comme commandite, c'est comme si la municipalité commanditerait le Malheur. Des soupers de Noël, des bénévoles de la bibliothèque, ça c'est, on paye le souper, puis on leur fournit le vin et la bière, puis ce qui reste, ça s'en vient ici, c'est la municipalité qui paye. C'est sûr, certain, pour nos bénévoles, on ne les fera pas payer, parce que quand même, ils sont quand même importants pour nous autres. Puis l'autre, c'est les vœux de Noël de CTRB. C'est 125 $, donc on va les faire les vœux de Noël comme je fais tous les ans. On prendrait un proposeur, M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. M. Renard, vous allez prendre les deux mains pour tout, pour chaque. Parfait.